Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, est-on à vie défini par le diplôme qu'on a obtenu? C'est l'hypothèse et la critique qui font le premier roman d'Amaury Barthé. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Moirette. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu anniversaire et programme d'histoire. Aujourd'hui, c'est un 18 septembre, il y a 42 ans que fut votée l'abolition de la peine de mort. L'heure de la récré, toujours avec Brandon. Avec lui, on en profite pour se cultiver, direction l'Atelier des Lumières qui met en scène l'œuvre de Marc Chagall. Et puis rendez-vous enfin avec le cours particulier de Marie-Olivier à la découverte de pédagogues ou de pédagogie innovante. Une pédagogue, une grande pédagogue aujourd'hui, Gloria De Souza. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Dans toutes les existences, on note une date où bifurque la destinée, soit vers la catastrophe, soit vers le succès. C'est une citation, elle est signée La Rochefoucauld. Gabrielle, pas François, elle est placée en exergue du premier roman d'Amaury Barthé intitulé Le Diplôme, roman qui vient de sortir chez Albin Michel. Et on a le grand plaisir de vous accueillir. Bonjour. Bonjour. On est un peu obligé de commencer par dire d'où vous parlez. Comme diraient les sociologues, vous êtes consultant en enseignement supérieur et recherche. Après avoir été chef de projet au Haut Conseil de l'évaluation et de la recherche de l'enseignement supérieur, en bon français, vous maîtrisez parfaitement toutes les arcanes du système éducatif, en tout cas au moins de l'enseignement supérieur. Alors oui, j'ai travaillé près de 5 ans au HCRS, le Haut Conseil, donc c'est l'autorité de l'État qui évalue les universités et grandes écoles. Et donc au cours de ces années, j'ai un petit peu fait le tour de France des facs, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des IEP. Et les instituts d'études politiques. Absolument, et j'ai constaté donc qu'on a un système très particulier, unique au monde, qui est divisé d'une part entre les universités qui sont chroniquement sous-financées par l'État, qui sont non sélectives, et d'autre part les grandes écoles qui, elles, sont généreusement financées, qui sont sélectives, qui prennent les meilleurs et qui sont à ce titre un lieu de reproduction des élites privilégiées. Et ce système, il aboutit à ce que vous dénoncez ou ce que qualifiez d'illusion méritocratique. Oui, alors j'avais envie d'un petit peu parler de ça dans mon roman. Donc notre méritocratie en France est belle, elle existe, on peut réussir par l'école de la République, mais elle a ses limites. Il y a un rapport qui est sorti encore récemment qui disait qu'en France, l'origine sociale pèse dans la réussite scolaire de façon très importante, bien plus que dans tous les pays de l'OCDE, je crois. Et donc, ça se matérialise par quoi? Par le diplôme qu'on obtient et qui nous marque au fer rouge à vie. Alors, si vous êtes du bon côté, que vous avez un diplôme d'HEC, de Polytechnique, de Normal Sup, vous pouvez vous en prévaloir toute votre vie. Emmanuel Macron disait des diplômés de l'ENA qui bénéficiaient d'une rente à vie. Et si vous êtes de l'autre côté, vous avez qu'une licence d'une petite université, eh bien, ça peut constituer un plafond de verre pour vous. Et vous vous amusez d'ailleurs des personnes qui font inscrire dans leur nécrologie, voire sur leur pierre tombale, le diplôme qu'ils avaient obtenu, quand bien même c'était avant-guerre. On ne sait pas si c'était des collabos ou des résistants pendant la guerre. Ce qui compte, c'est qu'ils ont fait Polytechnique en 1939. Exactement. Voilà, qui est dans mon lointain souvenir, je crois que Jacques Le Sourd, dans un bouquin il y a 40 ans déjà, sur les inégalités de l'enseignement supérieur, avait relevé ce petit tic. Il est malade, le système de l'obsession du diplôme, je vous cite toujours, hein. Oui, alors en France, le diplôme pèse très fortement dans les destinées individuelles. Vous savez, il y a cette anecdote qui dit qu'aux États-Unis, quand vous passez un entretien d'embauche, on vous demande ce que vous savez faire, mais qu'en France, on vous demande de quelle école vous sortez. Alors, c'est certainement un peu caricatural, mais il y a quand même du vrai. Et il y a des choses... on devrait un petit peu s'inspirer de plus de l'étranger. Par exemple, vous voyez en Allemagne, les filières courtes techniques sont très valorisées, beaucoup plus que chez nous. De telle façon que je crois l'ancien PDG de Volkswagen avait commencé sa carrière en tant que mécanicien routier. Absolument, comme ouvrier à la base. Voilà, donc il a monté les échelons dans son entreprise pour arriver au sommet. En France, ça paraît difficilement possible. Les PDG de Renault sont tous polytechniciens. C'est vrai, après, c'est un peu l'œuf et la poule. C'est-à-dire qu'en Allemagne, si ces filières techniques ont attiré très fortement, c'est aussi parce que ce genre de parcours existait. Absolument, donc, oui. C'est le poids de l'histoire et de la façon dont les institutions sont construites. Il n'est pas seulement malade de l'obsession du diplôme ou de l'illusion méritocratique. Le système, quand on vous lit, on va raconter l'histoire du roman, vous en faites pas, mais quand même, je profite d'avoir un spécialiste. Vous décrivez le lycée, et là, on entre dans le bouquin, puisque le narrateur est professeur dans un lycée. Oui. On entre dans un lycée, on voit le lycée comme peuplé d'élèves incultes et d'enseignants démoralisés. Oui, alors c'est un lycée un peu particulier. Il enseigne en Seine-Saint-Denis, alors probablement en REP, c'est pas dit, mais... et donc il fait face à de grandes difficultés. Il avait une vocation initialement, il voulait prendre les élèves qui étaient là, les amener tout en haut, et puis en fait il a un tantinet démoralisé quand même dès le début. Voilà, c'est la dégringolade, il est blasé, il est frustré, c'est un personnage un peu Houellebecquien, je dirais.
Et c'est ce qui fait à la fois qu'il agace, mais en même temps qu'on adore le détester. Alors, comme vous citez Houellebecq, vous citez aussi Maupassant. Oui. J'ai pas repéré d'ailleurs si c'est le Maupassant de Bellamy ou un autre, mais ça pourrait être celui de Bellamy, le personnage de Duroy, le journaliste hyper ambitieux. Voilà, vos personnages, c'est un mélange d'une sorte de médiocrité et d'ambition extrême. Exactement, ouais. Maupassant, c'est une de mes influences majeures. Alors j'ai un style très différent, bien sûr, j'ai un style beaucoup plus simple, mais je m'étais beaucoup identifié à lui parce qu'il était employé dans une administration publique de l'éducation à son époque. Il essayait d'écrire des romans le soir. Et donc je me suis dit, à 150 ans d'écart, j'essaye un petit peu de faire la même chose et d'écrire comme lui une histoire d'ascension sociale comme Bellamy. Sauf que si j'ai bien compris, il a fallu un petit confinement pour que vous vous mettiez à écrire. Vous n'étiez pas au bureau quand vous avez commencé à le faire. Non. On va voir l'Anti-Sèche dans quelques instants, mais juste avant, on pose ce personnage principal, Guillaume, assez peu sympathique, donc professeur frustré, qui se fait larguer par sa petite amie avec qui il est depuis assez longtemps. Il va très vite rencontrer Nadia, on va raconter tout ça. Il est frustré, il a quand même un petit côté redresseur de tort. Hein. C'est-à-dire qu'il voit bien les défauts du système, oui. Ça l'énerve et il se dit je vais faire un pied de nez au système. Exactement, il se prend un petit peu pour un justicier et donc il va se permettre d'offrir à Nadia les clés de sa nouvelle vie, donc en falsifiant un diplôme de grande école. Et bon, je ne vais pas raconter la suite des romans. On va un peu raconter parce qu'il va falloir aguicher. Non, ça ne va pas dire si ça marche ou pas. Falsification de diplôme, ça ne se fait pas. C'est pas pour la vraie vie, c'est dans la littérature, le diplôme. Premier roman d'Amaury Barthé, c'est rondement mené. On le retrouve juste après l'Anti-Sèche, bande de noirettes. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-Sèche, en ce 18 septembre anniversaire, vous avez décidé de revenir sur une des plus grandes mesures des années écoulées et de la Ve République, l'abolition de la peine de mort. On célèbre aujourd'hui les 42 ans du vote de cette décision à l'Assemblée nationale. Effectivement, un vote à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi présentée par le garde des Sceaux, Robert Badinter. Ce jour-là, 369 députés votent en faveur de l'abolition de la peine de mort. 113 s'y opposent. On a aussi 37 députés issus de la droite qui se mêlent aux voix de la majorité de la gauche, notamment François Fillon, Jacques Chirac, Michel Barnier ou encore Philippe Séguin. Après l'Assemblée, la loi sera ensuite adoptée par les sénateurs et promulguée en octobre 1981, 4 mois seulement après l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. Ce sont les mots très forts du vibrant plaidoyer de Robert Badinter devant les parlementaires. C'est le résultat d'un très long combat. Effectivement, un très très long combat, 2 siècles environ de combats abolitionnistes. Ce mouvement, en fait, aurait vu le jour pour la première fois à Paris en 1757, suite à une torture que subit avant son exécution Robert-François Damien. Il est écartelé sur la place de la Grève à Paris, l'actuelle place de l'Hôtel de Ville. Son crime, avoir tenté d'assassiner le roi Louis XV. Le mouvement abolitionniste prendra aussi de l'ampleur au lendemain de la Révolution française jusqu'au début du XXe siècle, avec des grandes figures très connotées à gauche comme Alphonse de Lamartine, Victor Hugo ou encore Jean Jaurès et Georges Clemenceau. Et avant l'abolition de la peine de mort, l'opinion publique s'est déchirée assez violemment autour de ce débat très très clivant. Combat pour l'abolition qui n'était pas gagné d'avance. Gilles Perrault, qui était récemment d'ailleurs, avait participé à ce débat en écrivant Le pull au vert rouge. C'était quand même très 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 violent dans l'opinion. Effectivement, et lorsqu'il en a fait l'une de ses grandes promesses de campagne, François Mitterrand prend un risque assez considérable. En janvier 1981, il y a un sondage de la Sofres publié dans le journal du dimanche. 63% des Français se prononcent en faveur de ce maintien. 31% contre la peine de mort. Bon, on peut dire quand même que François Mitterrand prend un risque, il joue sa carte à l'Élysée avec ce débat extrêmement sensible. Et justement, le point de départ de cette abolition, c'est une affaire célèbre aujourd'hui. Elle commence en 1976, l'affaire Patrick Henry. Effectivement. Bonsoir, la France a peur. Ah non, vous l'avez pas bien fait. Alors là, c'est un truc historique à la télévision. Je suis désolé, il faut y aller. Vous regardez, je pense que c'était TF1 ou Antenne 2 à l'époque. Effectivement. C'était TF1. Allez, Roger Giquel, vous êtes Roger Giquel, bon noir. On est parti. Bonsoir, la France a peur. Ah, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Ah, il y a du potentiel. C'est tout ce que je vous souhaite, incapable de le faire. Voilà, ce sont les mots de Roger Giquel, 18 février 1976. Effectivement, TF1, le journal de 13h. Le soir, on découvre le corps de petit Philippe Bertrand, âgé de 7 ans. Il est tué par un certain Patrick Henry, vous venez de le dire. Alors, évidemment, l'homme se dirige naturellement vers la guillotine, sauf que c'est sans compter, évidemment, son avocat avec une plaidoirie totalement exceptionnelle, historique.
c'est Robert Badinter. Au procès, il prend les jurés un par un, les yeux dans les yeux. Il met toute son âme dans cette plaidoirie parce qu'il a un compte à régler avec cette guillotine. 5 mois plus tôt, il n'a pas pu sauver son client, un certain Roger Beautemps, qui était condamné alors qu'il était juste complice du meurtrier. Le 20 janvier 1977, le verdict tombe. À la stupeur générale, Patrick Henry est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et non à la peine capitale. Le dernier condamné à la peine capitale sera exécuté seulement quelques semaines après cette affaire Patrick Henry. 5 mois plus tôt, il y avait l'affaire Christian Ranucci, évidemment. Le bouquin de Gilles Perrault, Le pull au vert rouge. Effectivement, Le pull au vert rouge. Et le 10 septembre 1977, à 4h40 précisément, dans la cour de la prison des Baumettes à Marseille, on a un certain Hamida Djandoubi, 27 ans, à 12 jours seulement avant son 28e anniversaire, il est guillotiné. Combien d'exécutions d'ailleurs sous la Ve République? 19, exactement, entre 1958 et 1981. 81, donc l'abolition. Et en fait, la France est à l'époque le dernier pays occidental à appliquer encore la peine de mort. Effectivement, 36e pays au monde à l'appliquer et dernier de la communauté européenne, très loin, bien longtemps après l'Allemagne, l'Italie ou encore le Portugal. D'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous savez, Emmanuel, vous me voyez venir, quel est le premier pays à avoir aboli la peine de mort dans le monde? Je le sais parce que je fais les choses sérieusement. J'ai regardé votre chronique, mais je ne le savais pas. Alors, je vous laisse le dire. C'est le Venezuela, ouais. Effectivement, en 1863. Après, on a évidemment les pays nordiques. Aujourd'hui, dans le monde, 53 pays pratiquent encore la peine de mort, parmi eux de nombreux pays africains, notamment l'Égypte. On retrouve aussi l'Inde, la Corée du Nord, le Japon, la Chine, l'Iran, l'Irak, le Pakistan, ou encore les Émirats arabes unis. Et puis les États-Unis. Et aux États-Unis, effectivement, il y a 27 États qui incluent toujours la peine de mort dans leur législation, mais voilà, la liste de ceux qui l'utilisent régulièrement est en train d'être réduite au fil du temps. Brandon, merci beaucoup. Je vous appelle Brandon Jikel maintenant. Et conseil lecture, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et ça peut se donner facilement à des lycéens. Alors évidemment, à des étudiants en droit, à l'abolition de Badinter, où il raconte tout ce combat. Ça a sorti un livre de poche, c'est absolument passionnant. Brandon, merci. On se retrouve pour la récré. Merci, Emmanuel. Grand oral à Amaury Barthet. D'ordinaire, les critiques au vitriol de la méritocratie sont à chercher au rayon des essais. Celui-ci, ou celle-ci de critique, pardon, est au rayon littérature. Invité du Grand Oral, Amaury Barthet pour Le Diplôme, un premier roman qui vient de sortir chez Albin Michel. Alors le personnage dont la vie va basculer le plus, le personnage qui est censé bénéficier de ce fameux faux diplôme que produit Guillaume, le personnage principal, c'est Nadia, jeune femme issue, elle est d'origine algérienne. Exactement. Et elle elle-même a été victime de cette illusion méritocratique. Oui, absolument. Donc Nadia, c'est une jeune femme que j'ai essayé de faire touchante. Donc elle vient de Reims. Elle est issue d'un milieu populaire, d'origine maghrébine. Et donc ses parents ne connaissent pas toutes les arcanes du système d'enseignement supérieur français. Voilà. Ils ne savent pas qu'il faut faire une prépa, une grande école. Ils ne connaissent pas tout ça. Et donc ils décident de l'envoyer à la fac qui est juste en face de chez eux, à l'université de Reims, en pensant que c'est une voie de prestige pour elle. Et ensuite, malgré elle, elle déchante. Elle s'arrête en licence. Page 34, dès la première semaine de septembre, je suis tombé de haut. Une succession, c'est pour les universités, une succession de profs dépressifs enchaînaient des cours soporifiques dans un amphi menaçant de s'écrouler. On nous bourrait le crâne avec des trucs abscons, les agrégats macroéconomiques, la nomenclature des comptes financiers, la gestion budgétaire et comptable public. Vous-même, vous avez été à l'université? Oui, et c'était si nul? Absolument pas. Bon, bah alors, sauvons Paris 1 et je crois qu'il y en a une autre, mais bref, vous étiez où? Mon but n'était absolument pas de dénigrer le système universitaire en quelque façon que ce soit. Bien au contraire, je pense qu'il faut renforcer les universités dans ce pays. Les grandes écoles sont d'un très bon niveau. Il faut maintenant mettre les universités au même niveau, au même endroit. Et bon, là, vous vous êtes fait plaisir un petit peu. Absolument. C'est un roman un peu grinçant, un peu noir, et il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre dans les critiques. Des Nadia, c'est-à-dire des jeunes filles intelligentes, vives, qui ne vont pas au bout de leur potentiel, il en existe. Elles sont d'abord victimes du fait qu'on ne rêve pas d'un même avenir selon sa position sociale. Ça, vous en parlez aussi. C'est la capacité à se projeter qui est très importante dans l'orientation. Oui. C'est le phénomène d'autocensure qui est bien connu, qui est décrit par de nombreux sociologues et qui peut toucher, qui touche déjà des personnes qui viennent de province, même si je n'aime pas ce mot, qui ne s'autorisent pas à monter à la capitale. On dit des territoires, on dit les territoires, on dit les régions. Ils viennent des territoires. Qui ne s'autorisent pas à monter à Paris parce que c'est loin, ils y vont pas souvent, etc. Et ça touche aussi les femmes. Qui, on le voit dans les statistiques, moins que les hommes s'autorisent à faire des études un petit peu plus longues, plus prestigieuses. Et c'est tout ça que vous racontez dans le livre. Alors, quand je dis que je vous racontais, enfin, c'est un vrai roman, c'est une histoire, c'est un récit. Ce n'est pas un récit. Mais effectivement, on retrouve quand même toutes ces idées-là. Il y en a une autre qu'on retrouve. Vous êtes très sévère avec les grandes écoles de commerce. Alors là, vous la nommez, c'est HEC, le top of the pops. Et vous dites, au fond, HEC, ça ne sert qu'à légitimer un tri qui s'est fait avant. On n'y apprend pas grand-chose, si ce n'est, et c'est très important, à se comporter comme si on faisait partie de l'élite.
Oui, alors à nouveau, c'est un petit peu stéréotypé comme raisonnement, mais il y a une fond de critique à laquelle je crois vraiment. Quand je discute avec les gens autour de moi qui ont fait des écoles de commerce, tous me disent la prépa c'était génial, mais l'école c'était décevant. Ça vous le dites aussi, la chute de niveau entre prépa et grande Absolument, école, cette espèce d'énorme déception. Et à nouveau, je crois fortement que même dans les écoles de commerce, même si ce sont des écoles professionnalisantes qui préparent au métier de l'entreprise, on pourrait renforcer la place de la culture générale, des sciences sociales et continuer sa formation intellectuelle. Surtout que toutes ces écoles forgent leur image et font leur business d'une certaine manière sur la recherche, puisque dans les classements internationaux, elle est prise en considération. Oui. Donc des bons chercheurs, ils en ont. Donc absolument. Les cours pourraient être remarquables. En fait. Ils ont les meilleurs du monde. C'est un mouvement plus récent. Oui. La précarité étudiante, c'est un troisième thème qui est présent dans votre livre, qui est incarné cette fois par Anaë. Oui, effectivement, ça me tenait à cœur. On le voit depuis la rentrée, on en parle beaucoup. Depuis la rentrée, on en parle beaucoup, et même pendant le Covid, on voyait des files d'étudiants qui faisaient la queue au Resto du Cœur, etc. Anaïs, c'est un personnage un peu particulier, donc c'est une étudiante qui décide volontairement de se prostituer pour payer une partie de ses études. Donc il est précisé qu'elle a le choix, hein. Elle pourrait très bien travailler au Starbucks, mais elle ne veut pas parce qu'elle est révoltée, parce qu'elle dit merde au capitalisme, et que donc c'est une femme libre, affirmée, et en ce sens elle est l'antithèse du personnage de Nadia, qui est beaucoup plus réservée, bienveillante. Donc c'est un peu la blonde et la brune, l'eau et le feu. L'eau et le feu, et Guillaume est un peu pris entre l'eau et le feu. Exactement. D'ailleurs, on ne va pas dire ce qu'il fait, ce brave Guillaume, pauvre garçon. Elle pourrait ne pas en avoir besoin, Anaë, de se prostituer, parce qu'elle vient, et d'ailleurs même de bosser chez Starbucks, parce qu'elle ne vient pas d'un milieu défavorisé. C'est un autre problème qui se joue dans sa famille à travers ses choix de vie. Oui, ce sont ses parents qui souhaitent lui enseigner la valeur travail, l'importance de l'effort, et qui lui disent on ne va pas te donner un centime pendant tes études, tu vas gagner ton argent toi-même. Et donc elle les prend au mot, mais d'une façon à laquelle elle ne s'attend pas. Voilà. J'avais prévu de lire un autre petit extrait, mais 30 lycéens, ah oui, non, mais ça c'était sur le rapport à la langue française que je trouve extrêmement intéressant, tout ce que vous dites. L'institution scolaire exigeait un rapport à la langue française et à la culture classique dont les élèves, alors là vous parlez des élèves comme Nadia, ne disposaient pas et qui étaient trop tard pour acquérir. Ils semblaient prisonniers d'un destin sociologique écrit d'avance, un TGV lancé à 300 km/h vers le chômage, et aucun de mes conseils, c'est Guillaume qui parle, ne pourrait les faire dévier de leur trajectoire qui les menait inéluctablement droit dans le mur. Ainsi parle Guillaume, le narrateur du roman. On vous retrouve, vous, l'auteur, Amaury, juste après la récré. Marc Chagall. Bon, Michael, tout va bien? Très bien. Vous soyez imité Bernard Pivot. Si on fait, faut faire toutes les grandes Bernard stars. C'est très compliqué, très compliqué. Ah oui. Ouais. Allez-y, vous, Bernard. Non, incapable. La récré de ce 18 septembre, vous nous emmenez donc à l'Atelier des Lumières à Paris pour une expo consacrée au peintre Marc Chagall. Marc Chagall, on discutait d'ailleurs juste avant de dire est-ce qu'on va dire exposition, pas exposition, parce qu'en fait, c'est pas des tableaux. Non, l'Atelier des Lumières. C'est une projection numérique, effectivement, une projection numérique immersive. Alors évidemment, après Klimt, Van Gogh, Dali, Tintin et Cézanne, effectivement, cette fois-ci, l'Atelier des Lumières consacre cette projection à Marc Chagall. C'est difficile de résumer quand même la vie de cet homme. Il est mort à 91 ans, une vie extrêmement prolifique. Alors comme à chaque fois, cet Atelier des Lumières propose quelque chose d'immersif avec des projections monumentales, un peu partout, du sol au plafond, jusqu'à 10 mètres de hauteur pour cet Atelier des Lumières. Alors c'est l'idéal quand même pour découvrir notamment le plafond de l'Opéra Garnier peint par Chagall. Elle embarque aussi le visiteur, cette exposition, cette rétrospective numérique, dans deux étapes cruciales de la vie de cet artiste. Au départ, c'est Paris, en 1911, lorsqu'il arrive dans la capitale, qui découvre le cubisme et le fauvisme. Et ensuite, c'est la vie new-yorkaise dans les années 40. Au départ, c'est une terre d'exil. Et ensuite, évidemment, ça va l'aider. Ça va être une ressource d'information extrêmement importante pour sa vie et pour ce renouveau créatif de Marc Chagall. L'exposition, on en a vu un petit extrait là où l'ambiance, l'immersion dans l'image est évidemment omniprésente, mais l'ambiance sonore a aussi toute sa place. Et pour avoir été de temps en temps à l'Atelier des Lumières, c'est vrai que c'est comme un spectacle au fond. Oui, totalement, c'est ça. C'est un spectacle, un enchantement pour les petits et les grands. On est vraiment plongé dans les œuvres, on cherche à les reconnaître. Oui, on cherche à les reconnaître. Ouais. C'est assez absolument magnifique. C'est pas justement des images qui défilent, c'est ça. On aurait pu vraiment se dire c'est une rétrospective comme les autres. Et non, là, la musique est très très importante. Elle nous permet d'être plongé dans une pensée, dans un rêve. On a bien sûr des musiques classiques comme Stravinsky, Bizet, Mozart, le jazz de Glenn Miller, qui étaient aussi des artistes préférés de Marc Chagall. On trouve aussi du rock des années 70 comme The Doors ou encore Ella Fitzgerald. On est vraiment plongé du début à la fin. Les musiques sont extrêmement bien choisies. Vraiment, ça plaît pour les petits et les grands. Donc Marc Chagall à l'Atelier des Lumières. On a un peu de temps pour y aller ? On a un peu de temps pour y aller jusqu'au 7 janvier 2024. Et l'exposition est idéale pour découvrir ou redécouvrir cet artiste aux multiples facettes, même lorsque l'on n'aime pas forcément. Effectivement. On peut y aller en famille. En famille, surtout parce que l'Atelier des Lumières, c'est vraiment... bien sûr.
c'est extrêmement adapté. Magnifique. Merci beaucoup, Brandon. Grand oral, Amaury Barthet. Tout dépend de l'aplomb ici. Un homme un peu malin devient plus facilement ministre que chef de bureau. Il faut s'imposer et non pas demander. C'est une autre citation qui est cette fois en exergue de la deuxième partie du roman Le Diplôme. Elle est cette citation de Maupassant qu'on a déjà citée. Si je la reprends vous-même, il vous a fallu quelques années pour oser essayer de vous imposer en tant qu'écrivain. Oui, vous avez confessé cela. Ça faisait longtemps que ça vous titillait. Ça faisait longtemps, c'était un peu un rêve de gosse d'écrire un roman, mais j'ai longtemps repoussé le moment de m'y mettre parce que je ne me sentais pas légitime à le faire. Donc on retrouve quand même quelque chose qui a à voir avec ce que vous avez d'études de droit. Oui. Et donc quoi, si vous aviez été normalien, vous vous seriez senti légitime par exemple? Alors, peut-être davantage, mais je me sentais pas légitime d'abord parce que je n'avais pas beaucoup lu. Je pensais bêtement qu'il fallait avoir lu tous les grands classiques de la littérature avant d'avoir le droit d'écrire, entre guillemets. Et puis, j'avais pas beaucoup vécu. Moi, quand j'avais 20 ans, je lisais des grands auteurs, Hemingway, Francis Scott Fitzgerald. Qui avait été faire la Révolution. Exactement. Moi, je me disais, mais moi, qu'est-ce que j'ai vécu dans ma petite ville de Reims, dans ma famille de classe moyenne. Et puis, je me suis dit que finalement, non, il fallait s'y mettre. Et c'est le confinement qui m'a donné le temps et la volonté de m'y mettre. Dans un entretien que vous avez donné, je crois, à votre éditeur, mais on le trouve en ligne, vous dites quand on écrit, on se base sur notre vie intime. Donc Reims, vous venez de le dire à l'instant, ça vient donc de votre vie intime apparemment, mais à part la passion des séries, qu'est-ce qu'il y a de votre vie intime dans le livre? La procrastination, la peur de passer à côté de sa ville Un petit peu. Je serais un petit peu gêné de me révéler là sur ce plateau et de m'allonger sur le divan. Mais oui, bien sûr, dans chacun de mes personnages, il y a peut-être un petit peu de moi, mais en tout cas, je ne suis pas le personnage de Guillaume. C'est la règle d'or dans la littérature. Il faut distinguer l'auteur du narrateur. Ouais, distinguer l'œuvre de l'artiste. Il vaut mieux pour vous quand même, parce qu'il n'est pas très simple. Enfin bon, bref. Vous le dites, les mécanismes que vous décrivez dans le roman sont identifiés depuis longtemps, et ça, vous le dites dans le roman. Vous qui êtes un expert de l'enseignement supérieur et de la recherche, on fait quand même des choses pour essayer d'y remédier. Absolument. Il y a des mécanismes. Et pourquoi ça ne fonctionne pas ? Ça fonctionne, ça prend du temps. Les progrès sont incrémentaux. Les politiques publiques qu'il faut mener sont bien identifiées par l'État pour remettre les universités au niveau, pour insuffler plus de justice sociale et de réussite étudiante. Des diverses réformes ont été menées. Simplement, voilà, ça prend du temps. Ça ne va pas assez vite. Il faut dire, et ça vous le rappelez, il y a tout un passage que le mal vient de très loin, parce que la structuration de l'enseignement supérieur français est très différente d'ailleurs du système allemand, américain et même maintenant des standards internationaux. Ça remonte à avant même la Révolution. Ça remonte à l'Ancien Régime. Oui, absolument. Ça remonte très précisément à la création du Collège de France, qui était une institution donc, qu'on a fondée en face de la Sorbonne, parce qu'il ne fallait pas faire confiance aux universités, donc on a fait autre chose. Et Napoléon a poursuivi ça quelques siècles plus tard avec... les lycées napoléoniens. Exactement, les lycées. Son université qui n'est pas une université, l'université impériale, en fait, c'est un système de lycées. Absolument. Et puis après, il y a eu plein d'autres grandes écoles, Centrale Polytechnique, l'INALCO, etc. Qui se sont créés en marge pour former notamment les gens qui allaient travailler pour les entreprises. Donc c'est toute l'histoire des écoles de commerce. Ouais. Et ceux qui travaillent pour les grands corps de l'État, mais du côté ingénieur, sciences, etc. Et tout ça échappe à l'université. Et ça donne les grandes écoles aujourd'hui. Ça donne les grandes écoles qui fonctionnent très bien et il faut s'en réjouir. Mais bien sûr, il faut remettre à niveau, niveler vers le haut tout ça. Et même si c'est pas au cœur du sujet, mais c'est au cœur du livre en tout cas, mais c'est au cœur du sujet. Et vous en avez pas dans tout début d'émission. C'est aussi la séparation entre les grands organismes de recherche et l'université. Oui, alors là, c'est sur le plan recherche, effectivement. Voilà. Donc, on a la même chose. Oui, on a la même chose. En parallèle de la formation, des grands organismes ont été créés après la Seconde Guerre mondiale, le CNRS, le CEA, l'INSERM, l'INRIA, où étaient accueillis les meilleurs chercheurs. Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. On refait un petit peu les mêmes erreurs. Ils travaillent très bien ensemble dans les UMR aussi. Je reviens au roman, sur les transfuges de classe, sur le déclassement, il y a des petits aspects qui sont liés à l'attitude, au savoir-vivre, aux codes sociaux. Et ça, c'est très présent. Oui. Quand Nadia va dîner pour la première fois chez le frère de Guillaume, qui lui habite à Neuilly, il a très bien réussi sa vie, sa femme aussi, et Guillaume a un peu la truc que Nadia se révèle pour ce qu'elle est, se trahisse. Et en fait, elle va très bien s'en sortir parce que c'est une comédie, quoi. C'est ça, c'est tout l'enjeu de l'imposture. Il faut réussir à adopter les codes sociaux de la classe dans laquelle on veut se fondre, et ça passe d'abord par la langue. Il y a plusieurs registres de langue qui sont abordés dans ce roman, parce que la langue, en fait, est la première des impostures, par la richesse du vocabulaire que vous mobilisez ou non, par vos attitudes, par le registre que vous adoptez. Voilà, on peut se fondre ou non dans cette classe qu'on veut infiltrer. Dernière question, la toile de fond aussi, ça apparaît plutôt vers la fin du roman, c'est le réchauffement climatique, la façon dont les entreprises luttent ou ne luttent pas
Parce que vous auriez pu prendre plein d'autres exemples finalement pour. Mais j'avais envie de prendre celui-là parce que il est révélateur d'une sorte d'hypocrisie de la part de certaines entreprises du privé. Donc là, la fameuse Nadia va travailler dans une direction RSE et donc elle croit sincèrement, naïvement qu'elle est en train de changer le monde et en réalité elle ne fait que mener des petites actions. Un peu de greenwashing. De greenwashing, etc. Exactement. Voilà, l'hypocrisie. Amaury Barthé, il n'aime pas. Alors il en a fait un roman avec des personnages qui sont tous plus hypocrites les uns que les autres. Merci, vous restez avec nous. On va recevoir Marie-Olivier pour son cours particulier. Brandon, merci beaucoup. Merci Bernard. Marie-Olivier, on va voyager. Merci Brandon Jiquel. Et comme chaque semaine, on a le plaisir de retrouver Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Pour le cours particulier, un voyage dans le temps ou dans l'espace sur des questions pédagogiques. Un peu dans le temps à la rencontre d'une femme qui a changé le paysage éducatif indien et donc beaucoup dans l'espace aussi. Gloria de Souza aujourd'hui. Oui, Gloria de Souza est née en Inde en 1937 et elle est décédée il y a 10 ans, en 2013. C'est une femme qui est vraiment passionnée par l'éducation et elle laisse de côté sa carrière à laquelle elle est destinée dans le secteur privé pour enseigner en classe de primaire dans une école jésuite. Voilà, ça fera un débouché pour Nadia, si jamais ça se finit mal pour elle dans le roman. Elle ne fait pas qu'enseigner, elle expérimente déjà de nouvelles approches de l'apprentissage. Oui, déjà à l'époque. Donc Gloria espère vraiment changer le système indien qu'elle ne trouve pas adapté aux enfants, ni à l'époque. Et elle déplore la fuite des cerveaux, donc les gens diplômés qui partent d'Inde, et elle veut y remédier. Donc déjà dans les années 70, elle expérimente de nouvelles approches, et notamment des méthodes qui prennent en compte l'environnement. Et elle devient une des premières, ce qu'on va appeler plus tard, les entrepreneurs ou les entrepreneuses sociales dans le monde. Exactement, c'est vraiment l'une des premières à être reconnue. Un ou une entrepreneur sociale, c'est une personne qui souhaite résoudre un problème social en fondant une entreprise viable financièrement, donc qui ne dépend pas de dons. Et en 1982, Ashoka, qui est aujourd'hui une énorme ONG au niveau mondial, la nomme en fait de Souza comme première fellow, donc comme première primée. Il la récompense de son talent, de son sens des affaires et surtout de son dévouement à sa cause, l'éducation pour tous. Et donc elle gagne un prix, elle va être accompagnée par la suite par l'ONG, par Ashoka. Oui, Ashoka, c'est vraiment le premier réseau d'entrepreneurs sociaux au monde et donc elle gagne la reconnaissance de ce réseau qui est à ses prémices. Et donc il lui donne à la fois une visibilité, une notoriété évidemment, une bourse pour avancer ses projets. Et grâce au soutien d'Ashoka, elle quitte son travail d'enseignante pour fonder une ONG qui s'appelle Parisar Asha. Et là, elle fait du greenwashing. Non, pas du tout, parce que grâce à cette... Mais non, voilà. Je vous jure, la vraie vie est vachement bien. C'est par cette organisation qu'elle développe vraiment les études environnementales qu'elle expérimentait déjà en tant qu'enseignante, les études expérimentales. Environnementales. Environnementales, exactement. Son idée, c'est vraiment d'améliorer la créativité des élèves, en particulier les jeunes qui sont défavorisés, leur motivation à apprendre et la foi dans leur pays, l'Inde. Donc Gloria souhaite que les jeunes apprennent à réfléchir ensemble, à résoudre des problèmes. Et plutôt que de régurgiter des faits et des connaissances, écoutez plutôt, je la cite, « L'éducation doit offrir à nos enfants les merveilles de l'apprentissage exploratoire, la confiance qui naît de la découverte de ses propres forces, l'espoir qui naît du fait que les problèmes, lorsqu'ils sont affrontés, au lieu d'être redoutés, deviennent des défis à relever pour trouver des solutions créatives et surtout un mode de vie. » Vaste programme, comment elle s'y prend ? Alors, elle met en place des projets pilotes d'études environnementales dans les écoles. L'idée, c'est vraiment que l'apprenant soit au cœur du développement et des compétences d'apprentissage. Tout ça à travers l'environnement et pour l'environnement. Donc aujourd'hui, ces études environnementales prennent le nom d'ESSAL. Donc c'est approche de l'apprentissage par les études environnementales. En anglais. Et elles sont vraiment au cœur de la mission de Parisar Asha, son ONG. Qui existe toujours. Qui existe toujours. Survécu à la disparition de sa fondatrice. Tout à fait. Dès le début de l'organisation, Gloria a mis en place des projets pilotes dès 1970. Elle était connue pour sa force de persuasion. Donc en fait, elle a même convaincu le gouvernement indien dans les années 80 de rendre ces études environnementales obligatoires dans tout le système éducatif indien de 6 à 9 ans. D'accord, et donc l'ONG Parisar Asha continue comme avant. Exactement, ouais. La mission est vraiment restée fidèle. Une éducation de qualité, joyeuse et complète, centrée sur l'enfant à travers l'environnement et pour l'environnement, afin que les enfants deviennent de citoyens sensibles et engagés. Avec quand même quelques nouveautés depuis 81. Je crois qu'il y a un programme qui s'appelle Ecotech World School. Exactement, ouais. C'est un programme qui vraiment œuvre à la transformation des écoles et plus de 3500 écoles ont déjà été concernées. En pré-primaire, le programme fait en sorte que les enfants développent leur créativité. En début de primaire, ça devient plus formel avec l'introduction de manuels, mais les enfants jouent aussi et apprennent par la découverte des activités. Et dans le secondaire ? Et dans le secondaire, ils développent vraiment l'analyse, la mise en contexte. Les arts aussi sont très présents. Et puis, il y a aussi, c'est là qu'on introduit les enjeux environnementaux avec des ateliers en commun entre les parents, les enfants et aussi les enseignants. Donc, super postérité pour Gloria de Souza, la première entrepreneure sociale. Tout à fait. Exactement. Et puis, en fait, elle a eu vraiment un impact qui continue et qui perdure dans le système éducatif indien.
Merci beaucoup, Marie. Vous connaissiez? Moi, je ne connaissais pas. Je connaissais pas. L'histoire de Claudia, je connais bien Ashoka. J'ai bien dû croiser son nom, je ne savais pas que c'est la première. Merci, Marie. Belle aventure, passionnante. Il y a quand même des gens qui essayent de faire des trucs. Ouais, ça bouge. Allez. Merci beaucoup à Marie. Merci à Maury Barthé de nous avoir rendu visite. Bravo pour le diplôme, un premier roman chez Albin Michel. Il n'y en a pas tant que ça, des romans qui mettent en scène finalement des idées, qui mettent en scène le système éducatif. Et croyez-moi, c'est un vrai récit plein de rebondissements. C'est pas du tout un essai. Ça se lit comme un feuilleton. Laure Audemont au maquillage, que je remercie également. Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée en régie aujourd'hui par Emma Frari. Au son Thibaut Goury-Lafont, Romain Luc à la réalisation. Merci à toutes et tous. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.